Évidemment des actions dans lesquelles je suis impliqué de façon directe ou indirecte pour vous dire que ça avance, mais ça ne pourra avancer qu'avec votre soutien et pas seulement votre soutien financier, ça je vous en reparlerai à la fin, mais surtout votre implication. Je dirais que lorsqu'on est à la veille de schémas qui pourrait déboucher sur un État totalitaire, et je vous raconterai les péripéties que nous avons connues au Québec la semaine dernière, donc la semaine du 8 juin, eh bien, vous verrez que nous ne sommes pas loin, effectivement, de l'instauration d'un État totalitaire, pour ne pas dire une dictature que notre avocat ici au Québec qualifiait de dictature molle. Or, comme vous le savez, les avocats ne disent jamais un mot sans en avoir pesé toutes les conséquences et toutes les implications. Mais pour que notre avocat dise à l'ensemble de la presse mainstream lundi 8 juin dernier que nous étions en situation d'une dictature molle, c'est que, à mon avis, il avait pesé ses dires. Ce qui a été intéressant, c'est qu'à partir du moment où une petite fondation créée par Stéphane Blais, qui est un comptable professionnel agréé, et rejoint par Caroline Mayou, qui a un diplôme en administration des affaires et une formation dans le domaine des médecines parallèles, et puis un uluberlu qui s'appelle Jean-Jacques Crèvecoeur, qui est le chevelu de service, le conspirationniste de service et l'anti-vaccin de service. Donc ces trois personnes, entouré de quelques autres personnes qui collaborent à cette fondation, à partir du moment où cette fondation a eu assez de couilles pour poursuivre le gouvernement, là tout à coup, quelques personnalités politiques se sont réveillées et se sont dit que peut-être qu'il faudrait s'opposer à ce projet de loi qui était un projet de loi mais totalement inique, totalement scandaleux. D'ailleurs, notre avocat, maître Guy Bertrand, disait que depuis le 13 mars 2020, nous sommes dans une dictature molle. Et l'explication qu'il donnait était très intéressante. Il disait, mais finalement, ce qui fait qu'une démocratie peut être qualifiée de démocrate, c'est qu'il y a trois piliers à une démocratie. Il y a l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement. Il y a le législatif, c'est-à-dire le Parlement, qui va voter des lois, et puis le judiciaire, qui va vérifier que les lois votées par le Parlement ne sont pas contraires à la Constitution, et qui va aussi vérifier que l'exécutif respecte les lois. Donc, en fait, on a besoin de ces trois piliers. Or, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 13 mars 2020 au Québec? C'est que le Parlement ne s'est réuni aucune fois, donc il a été mis sur la touche, soi-disant parce qu'on risquait d'être infecté au niveau de l'hémicycle, et donc les parlementaires ont été mis de côté, et aucun parlementaire n'a rouspété sur ce point, et on a fermé toutes les cours de justice, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien qui se passait au niveau judiciaire. Et pour notre avocat, nous sommes déjà dans une situation de dictature. À partir du moment où un gouvernement majoritaire, élu avec 37% des voix des citoyens, peut prendre toutes les décisions sans avoir aucun contre-pouvoir, eh bien, ça s'appelle un État totalitaire, ça s'appelle une dictature. Et comme on n'a pas pu compter à aucun moment sur les couilles des journalistes, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, pour aller confronter les représentants de ce gouvernement totalitaire à propos des décisions qu'ils ont prises et qui étaient mais complètement abracadabrantes et qui n'avaient aucune logique sur le plan sanitaire et sur le plan de la protection de la population. Aucun journaliste non plus n'a posé de questions sur les liens occultes qui peuvent exister entre Santé Canada, les compagnies pharmaceutiques, la fondation Bill et Melinda Gates, l'OMS, le Gavi, etc., etc. Aucun journaliste n'a jamais soulevé une seule question qui fâche. Eh bien, nous n'avions même pas le quatrième pouvoir pour
défendre nos droits et nos libertés. Et donc il a fallu qu'une petite fondation, inspirée par Stéphane Blais, que je remercie et que je félicite pour son courage et pour son inspiration, parce qu'il fallait le faire, effectivement, eh bien, grâce à cette petite fondation, nous avons réveillé un certain nombre de citoyens, nous avons réveillé quelques hommes et quelques femmes politiques qui se sont finalement opposés à ce projet de loi 61. Et ce projet de loi a été repoussé parce que, alors ce qui est très amusant aussi, c'est que un député de l'opposition nous a confié que pendant les discussions autour de ce projet de loi, on l'avait prévenu que s'il votait contre, de toute façon, donc à ce moment-là, le projet de loi ne passerait pas cet été, mais reviendrait en force cet automne, et que cette fois-ci, peut-être, le gouvernement pourrait utiliser un article de loi bâillon, un processus, une procédure bâillon pour faire passer en force ce projet de loi, un peu comme Macron l'a fait avec la réforme des retraites, hein, c'est vraiment exactement le même scénario. Et on a dit à ce député, écoute, si au premier tour, là, tu votes contre, sache qu'il n'y aura aucun travaux d'infrastructure dans ta circonscription lorsqu'on aura fait passer cette loi de relance économique. Alors, aucun journaliste ne s'est donné la peine d'aller voir l'argumentation de 73 pages qui a été préparée par une équipe extrêmement solide d'avocats. Pour l'instant, ils se contentent d'essayer de ternir notre réputation au niveau de nos personnes, mais personne n'a pris la peine d'aller regarder, d'aller lire simplement. C'est un texte qui est en accès tout à fait libre. Personne ne nous a attaqué sur le fond de la démarche. Vous voyez, donc ce n'est pas nouveau comme façon de se défendre ou d'essayer de se défendre en tout cas, et ça prouve encore une fois de plus que les médias mainstream sont les larbins des gens qui sont au pouvoir. En tout cas, cette semaine, donc la semaine du 15, Maître Rocco Galati va faire la même démarche au niveau de la province d'Ontario. Et donc là aussi, le gouvernement de l'Ontario va être poursuivi pour faute et pour mesures attentatoires au bien-être des Canadiens. Et c'est là que je dirais, avant de parler de la Suisse, la France, la Belgique et d'autres pays, c'est là que je vous dirais que c'est vraiment important que maintenant, vous, chacun de vous, chacune de vous, en tant que citoyen, vous osiez perdre un peu de votre sécurité pour préserver et pour défendre votre liberté. Je vous rappelle cette fameuse phrase qui dit « Le peuple qui est prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. » Eh bien, c'est exactement l'enjeu qui est actuellement présent dans nos vies. Je parle avec énormément de commerçants ces jours-ci et je suis effaré de voir que ces commerçants qui sont au bord de la faillite, je pense entre autres à tous les thérapeutes qui peuvent seulement recommencer à travailler cette semaine, je pense à tous les restaurateurs, je pense à tous les tenanciers de bars, de cafés, de salles de spectacle. Tous ces gens-là sont au bord de la faillite et ils viennent de découvrir les mesures qu'on leur impose pour pouvoir fonctionner. Et ce sont des mesures qui sont impossibles à appliquer sur le plan pratique. Et sur le plan économique, ce sont des mesures qui vont mettre ces commerces dans une situation de non-rentabilité. C'est impossible de payer un loyer si vous divisez par deux le nombre de chaises et de tables que vous avez dans votre restaurant. Donc, on le sait.
Il n'y a pas besoin de rouvrir le restaurant, il suffit de faire les calculs et de dire, bon sang, mais si j'avais 60 places auparavant avec un taux de remplissage moyen par semaine de 35 places, si je n'ai plus que 30 places dans mon restaurant, comment je vais faire pour avoir quelque chose qui me permet de couvrir mes frais? Eh bien, tous ces gens-là n'osent pas désobéir par rapport à ces consignes qui sont complètement stupides. Bon, eh bien, ces restaurateurs n'osent pas désobéir en disant « Oui, mais si je désobéis ou si je me fais dénoncer, les sanctions, c'est la fermeture de mon établissement pendant 6 mois. » Oui, mais attendez, si de toute façon, vous allez faire faillite, vous allez vous faire tuer économiquement sans rien dire parce que vous avez peur qu'on vous sanctionne? Et qu'est-ce qui se passe si vous ouvrez votre restaurant comme vous le faisiez auparavant, sans respecter les injonctions complètement stupides et non fondées sur le plan scientifique, sur le plan médical, sur le plan virologique, sur le plan immunologique, et que vous ayez une contravention et que vous contestiez cette contravention. D'ailleurs, c'est un conseil qui m'a été donné par les avocats. Évidemment, les avocats ne peuvent pas appeler à la désobéissance civile non violente, mais moi, tant que je vous parle sur ma chaîne à moi et sans être le représentant de la fondation, j'ai le droit de vous dire « désobéissez ». Mais si vous désobéissez, ne plaidez jamais coupable et ne payez rien. Parce que si vous plaidez coupable et si vous payez quelque chose, bien entendu, ça va être beaucoup plus difficile plus tard de faire sauter les contraventions et les amendes que vous aurez reçues. Donc ça, c'est le conseil qui m'a été donné par une avocate, c'est désobéissez, plaidez non coupable et ne payez aucune amende et continuez à désobéir. Si tous les restaurateurs, si tous les tenanciers de cafés et de bars, si tous les propriétaires de cinéma, de salles de spectacle, si tous les thérapeutes recommencent à travailler comme on le faisait avant le mois de février 2020, vous pensez que l'État va être capable de vous poursuivre, de vous mettre en prison? Attendez, les prisons sont déjà pleines. Et de toute façon, c'est là où, s'il y a de plus en plus de personnes qui désobéissent et qui manifestent de façon très claire votre refus de porter un masque, votre refus de vous empoisonner avec le gel hydroalcoolique, votre refus que vos enfants soient empoisonnés avec ce gel hydroalcoolique qui va pénétrer dans votre organisme avec des substances toxiques, votre refus de la distanciation sociale. Si vous êtes de plus en plus nombreux à manifester cela, qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement fasse? Et en tout cas, vous allez apporter énormément de poids aux démarches juridiques qui sont en train d'être mises en place à différents niveaux dans différents pays. Donc il faut vraiment que les juges sentent qu'il y a une pression populaire écrasante en faveur du respect des droits et des libertés fondamentales. Désobéissez. Mais si vous désobéissez, ne plaidez jamais coupable et ne payez rien. Parce que si vous plaidez coupable et si vous payez quelque chose, bien entendu, ça va être beaucoup plus difficile plus tard de faire sauter les contraventions et les amendes que vous aurez reçues. Donc ça, c'est le conseil qui m'a été donné par une avocate, c'est désobéissez, plaidez non coupable et ne payez aucune amende et continuez à désobéir.